Ce soir, notre objet, c'est la culture générale. Et plus précisément, notre question, c'est de savoir ce que c'est qu'être cultivé. Qu'est-ce que ça veut dire être cultivé? Et la question ne va pas de soi. Alors, on peut, comme il faut faire, hein, toujours philosophiquement au début, commencer par distinguer l'objet qui nous intéresse de ce qu'il n'est pas, afin que, en le pensant clairement et distinctement, on puisse déjà dégager quelques traits qui lui sont caractéristiques. C'est une image que je vous ai déjà soumise les semaines précédentes. Si je contemple un tableau et qu'il est bien éclairé, je vais le distinguer de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire du papier peint qui est derrière. S'il est mal éclairé, ce ne sera pas très distinct et je vais pas bien le voir. Donc par contraste, un éclairage bien, pas trop, hein, si c'est trop éclairé, si c'est surexposé, je ne verrai pas bien non plus. Hein. Il faut que ça soit éclairé comme il faut, et s'il est éclairé comme il faut, à ce moment-là, il va se distinguer de ce qu'il n'est pas. Donc, plus généralement, quand on essaye de penser un objet, si on commence par le distinguer de ce qu'il n'est pas, immédiatement, ses contours commencent à apparaître par contraste. Et une fois qu'on a saisi les premiers contours de l'objet, intellectuellement, on commence à en appréhender la nature. On commence à pouvoir répondre à la question, c'est quoi? Ce qui est la question la plus radicale, hein, c'est la question la plus difficile. Qu'est-ce que c'est? Vous savez bien, quand un enfant demande qu'est-ce que c'est, en général, on ne peut pas lui répondre. Quand un enfant demande qu'est-ce que c'est qu'un stylo, on va lui répondre ça sert à écrire. Autrement dit, on ne répond pas à sa question. La question, c'est qu'est-ce que c'est pas à quoi ça sert. Donc peut-être qu'effectivement, en saisissant ce à quoi il sert, on a déjà une indication concernant sa nature. Enfin, si vraiment il fallait prendre la question au sérieux, ce qu'il ne faut pas faire avec les enfants, hein, il ne faut pas prendre au sérieux la question, parce que sinon on s'embarque dans des trucs, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est une bonne question. Hein. Si je demande qu'est-ce que c'est et que j'essaye de répondre précisément, je vais avoir du mal. Hein. C'est quoi un stylo? C'est difficile. Alors là, si on s'interroge sur la culture générale, si on se demande ce que c'est qu'être cultivé, pour bien répondre à la question, il faudra être capable de cerner très précisément ce en quoi consiste une culture générale véritable. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer par la distinguer de ce qui n'est pas, puis on va voir apparaître un premier trait caractéristique. Mais bon, on va voir. Alors regardez bien, il suffit de s'attacher un peu au terme. La culture générale n'est pas la culture du spécialiste. Bon, donc ça nous fait une première distinction. Il faut distinguer la culture générale et la culture spécialisée. Donc si on se cultive et qu'on se tourne du côté de la culture générale, on ne va pas s'engager dans une culture très spécialisée. Regardez, d'une personne qui dira qu'elle est nulle en maths, on pourra dire par ailleurs malgré tout qu'elle est cultivée. Si, par exemple, je ne sais pas moi, elle a quelques connaissances élémentaires concernant, je sais pas, la tragédie du XVIIe siècle. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans la vie, on peut dire qu'on est nul en maths. Vous voyez, ça génère pas une réprobation sociale très forte. Vous voyez, moi je suis nul en maths. On peut même se piquer de ne pas être bon en mathématiques. Vous voyez, c'est pas mon truc. Bon, évidemment, le philosophe n'a pas besoin d'être un grand mathématicien, mais enfin, il a toujours à l'esprit l'indication qu'on trouvait sur le fronton de l'Académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc, mais peut-être qu'il faut avoir quelques éléments de mathématiques pour se tourner vers la pensée philosophique, parce que le mathématicien, lui, quand il parle d'une figure géométrique, il en sert de la nature, hein, très précisément, et de manière claire et distincte. Hein. Un triangle est une figure à trois côtés. C'est pas trois côtés un peu, des fois, ça dépend. C'est trois. Hein. C'est pas quatre côtés, et c'est pas seulement une figure géométrique, puisqu'un cercle est aussi, et c'est pas une figure à trois côtés égaux, puisqu'il y a des figures qui n'ont pas des triangles qui n'ont pas trois côtés égaux. Donc, le géomètre sait faire ça. Et donc, le philosophe, lui, qui cherche la nature des choses, a, d'une certaine manière, enfin, en tout cas, s'il appréhende les choses de manière très platonicienne, en tête cette clarté et cette distinction. Si on peut penser son objet avec la clarté du géomètre, on a progressé. Mais, remarquez bien, vous voyez, dans la vie, on peut se dire socialement être nul en maths, et ça pose pas de problème majeur, ça n'engage pas une réprobation sociale très forte. Ce qui laisse penser d'ailleurs que peut-être que la philosophie ne fait pas vraiment partie de la culture générale. Regardez, je vais prendre un exemple. Je considère cet ouvrage de Kant qui est la critique de la raison pure. Critique de la raison pure de Kant. Déjà, rien que le titre, personne n'y comprend rien. Critique de la raison pure.
Alors maintenant, il suffit de prendre l'ouvrage, d'aller jeter un coup d'œil, et puis de commencer à s'aventurer dans le bouquin, pour se rendre compte assez rapidement que, ah oui, quand même, ça résiste. Un étudiant en philo sait bien que la critique de la raison pure, il ne va pas en faire le tour en quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années ne suffiront pas. Peut-être même que pour vraiment entrer dans l'ouvrage, commencer à en maîtriser les éléments essentiels, commencer à pouvoir voyager à l'intérieur, il faut quelques années. Allez, 3, 4, 5 ans peut-être. C'est possible, c'est critique de la raison pure. Bon, autrement dit, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'une appréhension vraiment très précise d'un ouvrage comme la critique de la raison pure relève déjà de la culture du spécialiste. En ce sens-là, la critique de la raison pure ne fait pas partie de la culture générale. Vous voyez ? Donc, on voit bien ce qu'est la culture générale quand on la distingue de la culture du spécialiste. Si je prends l'exemple des maths, on va s'y retrouver assez facilement. Bon, mais éliminons tout ce qui relève de la culture spécialisée, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester des connaissances diverses et variées. D'accord, mais quelles sont ces connaissances qui constituent la culture générale ? Qu'est-ce qu'on doit connaître pour être cultivé ? Là, quand on commence à poser la question comme ça, c'est pas très clair. Bon, moi, je connais bien l'actualité, je sais ce qui se passe dans le monde, j'ai suivi, bon d'accord, tu connais, t'es informé. Mais d'être informé, est-ce que c'est ça qui constitue le fait d'être cultivé ? Est-ce que être informé et être cultivé, c'est la même chose ? Pas sûr. Peut-être que l'homme ou la femme cultivée est au fait de l'information, c'est possible. Mais on peut être très au fait de ce qui se passe dans le monde et par ailleurs être totalement inculte. C'est possible aussi. Donc, vous voyez, il y a un problème. C'est ça la philosophie. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de philosophie. L'objet qui nous intéresse, là, la culture générale, nous résiste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça nous résiste. Au passage, là, vous voyez, j'ai écarté la critique de la raison pure de Kant du domaine de la culture générale, mais ça ne veut pas dire qu'on écartera par là même toute la philosophie. Il peut peut-être y avoir des éléments de pensée philosophique qui, eux, relèvent de la culture générale. Oui, mais alors lesquels ? À quel moment on entre dans la culture générale et à quel moment on entre dans le champ d'une culture spécialisée ? Si on essaye de penser clairement et distinctement, pour l'instant, on ne voit pas bien comment s'y prendre. Vous voyez ? Alors, je vais vous soumettre un élément de réflexion que j'emprunte à la philosophie de Hannah Arendt. Hannah Arendt a écrit un bouquin qui s'appelle « La crise de la culture », et dans cet ouvrage-là, elle nous fournit quelques éléments qui vont nous être très utiles, je crois, pour appréhender la nature de la culture générale. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'être cultivé ? Alors, elle nous fournit des éléments et qui sont très en phase avec le point de départ que je vous ai proposé. C'est-à-dire des éléments qui permettent de distinguer la culture générale de ce qu'elle n'est pas, mais en allant au-delà, simplement, de la première distinction qu'on retient, qu'on conserve, mais qui nous apparaît insuffisante, entre culture générale et culture spécialisée. Et sa distinction va plus loin. Et donc, en allant plus loin, peut-être qu'elle va nous permettre de repérer plus précisément les traits caractéristiques d'un esprit cultivé, à quoi on reconnaît la culture générale. Alors Hannah Arendt, dans cet ouvrage, La crise de la culture, met au jour deux obstacles à la culture générale. Ce sont des obstacles qu'on va réfléchir là. Donc en réfléchissant à ce qui fait obstacle à la culture générale, si on s'y prend pas trop mal, on risque de voir par contraste apparaître ce en quoi précisément la culture générale consiste, puisque vous voyez, on aura repéré ce qu'elle n'est pas, quels sont les obstacles. Il y en a deux. Alors, je vous les soumets, on les analyse tour à tour. On regarde ça ensemble, puis on va voir ce qu'on peut en dégager. Alors, le premier obstacle, alors je suis pas le texte à la lettre, hein, j'extrais du texte des éléments de réflexion, et à partir de ces éléments de réflexion, je médite devant vous, ou avec vous. Voilà, on regarde. Alors, Hannah Arendt soulève comme premier obstacle ce qu'elle appelle la bonne société. La bonne société. Alors, la bonne société qui, dit-elle, considère la culture comme quelque chose d'utile. La culture dit la bonne société, c'est utile. Alors, pour comprendre ce qu'elle appelle, ce qu'elle appelle un obstacle à la culture générale, il faut d'abord s'attacher à ce qu'elle appelle la bonne société. La bonne société. De quoi parle-t-elle ? Alors, elle situe ça à un moment donné dans son texte. La bonne société, écoutez, il faut avoir en tête quelque chose qui correspond à une espèce d'aristocratie. Vous voyez, la bonne société, c'est l'aristocratie.
Ici, on pensera d'ailleurs à ce monde qui est celui de Versailles, sous Louis XIV, vous voyez ? Louis XIV, Versailles, là vous y êtes, là c'est la bonne société. Tu fais partie du monde ou tu fais pas partie du monde. Tu es du monde ou tu n'es pas du monde. D'ailleurs c'est intéressant parce que du monde, carrément t'es hors du monde. Hein. Si t'es pas à Versailles, tu... Alors, regardons ça de plus près. En quoi, dans ce monde-là, la culture générale apparaît-elle utile ? Enfin, parce que, vous voyez, il y a une figure là qu'il faut avoir en tête, c'est la figure du Philistin. Le Philistin, c'est cet homme ou cette femme qui est finalement assez vulgaire et qui reste totalement étranger au monde des lettres, des arts, etc. Le Philistin, c'est une figure comme ça. L'homme ou la femme, d'ailleurs, c'est plutôt masculin en général que c'est formulé, mais donc, évidemment, ça vaut pour les deux sexes ou les deux genres, comme on dit aujourd'hui. Donc, le Philistin, c'est cette personne qui est insensible, vous voyez, aux choses de l'esprit, quoi. Une espèce de vulgarité qui fait qu'on est insensible, les lettres, les arts, etc. Alors, c'est ça le Philistin. Mais dans la bonne société, le Philistin comprend, en fait, assez rapidement que la culture, c'est utile. Il comprend assez rapidement. Il n'en fait pas un objet à ses yeux qui a une valeur intrinsèque, c'est pas ça, hein, la culture, c'est pas... Mais quand même, il a compris que c'est utile. Alors, quelle est cette utilité ? À quoi sert la culture générale dans ce monde-là ? Bien, la culture, ici, sert à se situer socialement. La culture, ça pose. Vous voyez, ça permet de poser le personnage, de se poser, de se posé dans une hiérarchie sociale, peut-être même indépendamment de sa naissance. Parce que dans la bonne société que j'évoque là, on est là où on est en vertu de sa naissance. Là, je suis dans le monde d'avant la Révolution française. Je ne suis pas dans le monde de la bourgeoisie, si vous voulez. Je suis dans le monde d'une noblesse, d'une aristocratie, de droit divin. Donc si je suis né noble, j'ai accès à Versailles. Vous savez que pour rentrer à Versailles, il faut avoir le droit de porter une épée. D'ailleurs, si je n'ai pas d'épée, je n'entre pas. Seuls les nobles ont le droit de posséder une arme. D'ailleurs, ça c'est des choses, on a oublié ça. Seuls les nobles ont le droit de détenir une arme. Seuls les nobles ont le droit d'avoir un cheval. Vous voyez, tu n'es pas noble, tu tiens pas le haut du pavé, vous voyez, d'ailleurs, ou bien le noble est à cheval et il te traverse la rue, enfin, ou bien il n'est pas à cheval, mais il a le haut du pavé, parce que les rues sont comme ça, puis il y a les égouts qui coulent au milieu, alors si tu ne tiens pas le haut du pavé, d'ailleurs, c'est resté la formule, tu marches au milieu, là, enfin, tu marches là où il y a les égouts s'écoulent, vous voyez, et donc, tu n'as pas le droit d'avoir un cheval, tu n'as pas le droit d'avoir une arme, tu n'as pas le droit de chasser, par exemple. La chasse, évidemment, est un droit réservé à l'aristocratie. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter un instant pour vous faire remarquer, quand même, qu'il y a une figure profondément révolutionnaire dans la culture, qui est la figure du cow-boy. Puisque le cow-boy, dans la culture américaine, est cet homme de rien qui possède une arme et un cheval. Autrement dit, qui détient les attributs qui étaient réservés à la noblesse, lui qui n'est rien. Parce que la figure du cow-boy, évidemment, est une culture à la fois très profondément républicaine et révolutionnaire. La bonne société, qui est ce monde aristocratique, est un monde clos, vous voyez bien, c'est un monde très particulier. Alors, la culture générale, dans ce monde-là, permet de se poser socialement, parce qu'on accède à ce monde-là par sa naissance. Mais la culture, on l'acquiert. Donc ça permet aux Philistins, dans ce monde-là, d'être reconnus par la place qu'il occupe socialement du fait de sa naissance, mais d'être reconnu par quelque chose qui, malgré tout, a été acquis. Puisque dans ce monde-là, on est débarrassé des tâches laborieuses, on ne travaille pas, on ne consacre pas son temps à travailler, donc on a du temps à consacrer à la culture, à l'éducation. Donc comme on a du temps, on a du temps pour se cultiver. Et dès lors qu'on est cultivé, on se démarque socialement. Alors, par rapport à ceux qui n'appartiennent pas à ce monde, mais à l'intérieur même de ce monde, par rapport à ceux qui ne sont là que par leur naissance. Vous voyez, moi je suis là par ma naissance, mais en plus, j'ai ces éléments de culture. Donc le Philistin correspond à cet homme ou cette femme qui, dans la bonne société, considérera la culture comme quelque chose d'utile. Vous voyez, la culture générale, c'est utile. Alors, bon, là je parle de la société aristocratique de Versailles. Nous sommes là dans un monde très particulier, le monde de Louis XIV. Mais bon, vous voyez bien, dans le monde que nous connaissons, il y a ça existe, d'une certaine manière aussi, sur le plan social.
Bon, la culture, c'est aussi un instrument du pouvoir. C'est aussi un instrument du pouvoir. Imaginons un cadre supérieur d'une entreprise française, il se rend à Shanghai pour aller signer un contrat, donc il a face à lui un cadre supérieur chinois. Bon, ce cadre supérieur s'est un peu renseigné. Tu viens de France, il va lui dire quelque chose du type ah, vous venez de France, c'est bien, mais la France, pays du jardin à la française, le pays de Descartes. Bon, si l'autre reste sans voix, vous voyez, parce que lui, il s'est renseigné. Je suis à la française quand même. Moi, qui viens de Shanghai, quand je suis allé en France, j'ai été à Versailles, évidemment. D'ailleurs, sinon, en rentrant chez moi, si j'avais dit je suis allé en France et je suis pas allé à Versailles, on m'aurait répondu donc tu n'es pas allé en France. Qu'es-tu allé faire en France si tu n'as pas été voir Versailles? J'ai été faire les magasins. Bon, bah, très bien, mais ça, les magasins, tu peux les faire à Shanghai. Donc il y avait quelque chose que tu as vu là-bas qui est très très singulier, vous voyez. Alors moi qui suis un cadre chinois, qui parle d'ailleurs un français très très bon français, je m'adresse à un cadre français et je lui dis « Tu es français, donc tu es le pays de Descartes et le pays du jardin à la française. Alors maintenant on y va. » Évidemment, si l'autre reste sans voix, on voit bien qui a le pouvoir. Vous avez compris? Qui a le pouvoir? Celui qui détient ces éléments culturels. Je l'ai vu, ça je l'ai vécu une fois. J'enseigne dans des classes préparatoires qui préparent les élèves aux grandes écoles de management, comme on dit aujourd'hui, les écoles de commerce. On appelait ça avant les prépas HEC, parce que ça fait... Et je me souviens, en visitant une de ces écoles, d'avoir assisté à cet échange-là. Un cadre supérieur travaillait dans le monde d'une industrie fabriquant des interrupteurs de toutes sortes. Et le gars, il venait du Royaume-Uni, et un autre lui dit « Ah, vous venez du Royaume-Uni, plus précisément d'Écosse. Ah, vous venez d'Écosse, le pays de Hume. » Et l'autre, le pays de Hume, comment ça, vous connaissez pas Hume? Enfin, quand même, vous êtes écossais. L'autre, il avait simplement fait sa prépa pendant 2 ans, il a fait son école, il est devenu cadre, il avait gardé quelques reliquats, il en a profité pour prendre le pouvoir. Voilà. Entre la poire et le fromage, il a montré que lui, il savait, que l'autre, il savait pas. Et que lui, il connaissait mieux la culture de l'autre que l'autre ne connaissait sa propre culture. Donc, vous voyez, il y a une vérité du Philistin qui considère la culture comme un instrument utile, comme quelque chose d'utile. Parce qu'elle est utile à quoi? C'est un instrument du pouvoir. Être cultivé, ça donne un pouvoir social. C'est un pouvoir. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il faut bien faire avec. Bien, alors, imaginez un instant qu'on s'arrête là. On en déduirait qu'il faut être cultivé afin de parvenir, sur le plan social, à dominer les autres. C'est ça qu'on obtiendrait comme résultat. Être cultivé, c'est essentiel, c'est important, puisque c'est par le moyen de la culture générale qu'on parvient à dominer ses contemporains, enfin ceux qu'on va croiser ici ou là. Alors, si on concluait comme ça, on irait quand même bien vite, puisque je vous rappelle que là, nous sommes en train de mettre au jour les obstacles à la culture générale. Et que ce Philistin dont on parle représente très précisément quelqu'un qui fait obstacle à la culture générale, en lui-même d'ailleurs. C'est-à-dire, dans ce que j'ai dit, il n'y a pas de culture générale, encore. Il y a l'obstacle. Alors, je dis, il y a une vérité, oui, il y a une vérité. Celui qui sait dire ce que j'ai dit tout à l'heure, il accède à un pouvoir social, c'est vrai. C'est vrai. Regardez le bourgeois gentilhomme de Molière. Lorsque Molière met en scène le bourgeois gentilhomme, il met en scène quelqu'un qui a réussi socialement. Il a une belle maison, sa famille est prémunie du manque matériel, du besoin, sa femme vit dans des conditions très confortables, ses enfants ont une éducation, enfin, il a réussi socialement, quoi. Alors donc, comme il a réussi socialement, il veut aller à Versailles. Maintenant que j'ai réussi, je veux aller à Versailles. Et il n'est pas bien né, donc il n'ira pas à Versailles. Alors il fait appel à des noblions qui vont l'entourer, qui vont lui fournir les éléments qui lui manquent pour entrer à Versailles. C'est bourgeois gentilhomme, c'est l'homme inculte, il sait pas. Il sait pas. Et alors, les autres se moquent de lui, en fait. On vient, on lui prend son argent, et puis voilà, il va se retrouver, c'est le grand Mamamouchi. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est frappant d'ailleurs parce que, vous voyez, Molière, c'est quand même très fort, parce que le bourgeois gentilhomme est un culte, il n'a donc pas le pouvoir que donne cette culture-là, celle des Philistins à Versailles. Mais
ceux qui l'entourent, là, et qui viennent pour lui vendre quelque chose qui ressemblerait à une pseudo-culture, mais ils sont totalement abrutis. Enfin, c'est des gens qui eux-mêmes sont totalement incultes, en réalité. Hein, le philosophe qui dit n'importe quoi, tout le monde dit n'importe quoi. Donc ce pauvre homme qui n'a pas en main les éléments culturels requis est manipulé par des gens qui sont eux-mêmes totalement incultes. Donc on voit bien, le Philistin, dans la bonne société, a compris que la culture est un instrument du pouvoir, mais en réalité, il ne sait pas ce qu'est la culture véritable, puisqu'il la ramène simplement à ça, cet instrument du pouvoir. Alors, qu'elle est ou qu'elle n'est pas? Regardons ça de plus près. Regardez, elle l'est socialement, si on veut, mais socialement, un vernis de culture, ça suffit. Socialement. Surtout quand j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas cultivé. Un simple vernis, ça passe, hein, dans les salons. Je suis nul en maths, ça passe, hein. Et puis après, j'ajoute 2-3 trucs, et puis c'est parti. Enfin, hein, vous savez, c'est... moi, alors je sais, enfin quand même, vous voyez, je suis pas comme ces footballeurs, ces espèces d'imbéciles, là, qui viennent de milieux populaires et roulent en Ferrari, ces nouveaux riches, c'est une espèce de mépris, qui est en fait un mépris de classe très profond, de gens qui prétendent détenir une culture, qui prétendent en tirer un pouvoir, et qui en fait ne sont pas cultivés. La seule différence entre eux et ce footballeur dont on parle, c'est que lui, peut-être pas tous les éléments culturels, mais quand il est sur le terrain, il sait faire quelque chose. Hein. Alors que l'autre, il se moque du footballeur, mais il sait faire quoi? Rien. Enfin, il est dans son monde. Vous voyez, et puis il a ce vernis suffisant pour pouvoir imposer à l'autre une espèce de contrainte sociale qui n'est qu'une domination illégitime, qui a rapport de force. On fait ce qu'on pense comme une espèce de tyran un peu adouci, quoi. Quelque chose comme ça. Bon, alors, regardez, le mieux c'est de prendre un exemple. Alors, prenons un exemple pour voir ce que la culture générale apporte. On va prendre un exemple. Alors, je ne vais pas prendre la critique de la raison pure, parce qu'on a dit que ça ne fait pas partie de la culture générale. Alors, on va rester dans le cadre que j'évoquais à l'instant. Tout à l'heure, le cadre supérieur chinois qui pose la question à ce cadre français, jardin à la française, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? C'est vrai, le jardin à la française, après tout, c'est quoi? C'est un jardin. Bon, c'est un peu court si on s'arrête là, alors réfléchissons. Alors, je ne vais pas faire le malin, on ne va pas faire les malins là. On oublie tout, et on revient à ce qu'est le jardin à la française. Alors, on a été à Versailles, on n'a pas été à Versailles, on sait tous à quoi ça ressemble, parce qu'il suffit de fermer les yeux, et immédiatement, quand je pense jardin à la française, on voit immédiatement un ordre géométrique. Immédiatement. Alors, réfléchissons à ça. Le jardin à la française, c'est pas le jardin potager. C'est pas le jardin qui cultive des objets, enfin des fruits, des légumes, je ne sais pas, qu'on va consommer. Le jardin à la française, il donne à voir quelque chose qui est un ordre géométrique. Très bien. Nous sommes au XVIIe siècle, à Versailles, et Louis XIV demande à le nôtre que le jardin soit géométrique. Et qu'il soit géométriquement fait, et qu'il soit fait d'une manière telle que, d'ailleurs, il n'y ait pas dans ce jardin de zone restant cachée, échappant au regard de celui qui serait au château, dans la galerie des glaces, et qui jetterait un coup d'œil sur ce qu'il a en face. Parce que le jardin à la française, cet ordre géométrique dit quelque chose d'incroyable. Regardez bien. D'abord, j'ai dit c'est un ordre géométrique. Qui dit la nature est écrite dans un langage mathématique? Qui dit la nature est ordonnée géométriquement? Galilée. Les scientifiques considèrent que la nature est un ordre géométrique. Mais un ordre géométrique auquel on accède par la pensée. Parce que si je regarde comme ça, un peu spontanément autour de moi... Alors le ciel, par contre, déjà, les Grecs voyaient bien que je regarde le ciel étoilé... je suis tenté de substituer au point lumineux que j'aperçois dans le ciel des rapports géométriques. Platon disait déjà ça. Enfin, je regarde autour de moi, j'ai quand même la sensation que tout ça est un peu chaotique. Non, non, dit le scientifique. Tu crois? C'est une impression. C'est le fouillis de tes sensations qui te donne cette illusion. Mais au-delà de ce que tu éprouves, de ce que tu vois, de ce que tu constates, il existe un ordre parfaitement géométrique. Et cet ordre-là, c'est ce qui permet de dégager les lois qui vont permettre d'expliquer les phénomènes que tu vois. Donc on va expliquer le visible que tu vois par des lois que tu ne vois pas, mais qui sont parfaitement rationnelles et qui indiquent l'ordre géométrique de la nature. Donc finalement, le jardin à la française nous fait voir avec nos yeux ce que la science nous fait voir avec l'esprit. Alors ceci étant dit, il nous fait voir avec nos yeux, mais il faut également un esprit, parce que si je n'ai que des yeux, bon, vous savez, Rameau disait ça, la musique, c'est pas fait pour les oreilles. Donc ça s'adresse bien à quelque chose qui, en moi, est au-delà de ce que j'entends.
Le jardin à la française, c'est pareil, ça passe par les yeux évidemment, mais ça suscite en moi quelque chose, puisque je contemple le jardin à la française en tant que je suis à la fois un être corporel qui voit, mais aussi un être d'esprit qui est apte, capable de tourner ses regards vers le réel. Et en l'occurrence ici, vers cet objet, qui n'est pas un simple objet, puisque ce jardin à la française, tel que je le décris, vous voyez, commence à ressembler à une œuvre d'art, parce que d'ailleurs dans l'art classique, l'art du XVIIe siècle, il s'agit bien pour l'artiste de dévoiler quelque chose qui est le réel. C'est le réel dont il est question. C'est pas mes sensations, mes opinions, mes idées, ma subjectivité. Vous voyez, surtout, vous êtes à la cour du roi de France de Louis XIV. Vous dites, je vais faire un jardin, comme ça, je vais exprimer ma subjectivité. L'autre va vous dire, mais t'es qui, toi? Ta subjectivité, tout le monde s'en fiche. C'est pas le problème. Fais-moi voir quelque chose qui vaut pour tout le monde. C'est ton point de vue, mais totalement indifférent. Le jardin à la française, c'est donc l'ordre naturel des choses. Et quand je contemple ce jardin, ce que je contemple, c'est la nature. D'ailleurs, je disais à l'instant que ce jardin, il n'a pas de partie cachée. Quand on le regarde du château, il y avait un grand plan d'eau d'ailleurs qui est là. Alors c'est assez étonnant parce que le plan d'eau, vous avez même l'impression qu'il sort de l'espace parce que une espèce d'effet géométrique, la perspective fait qu'il devrait être comme ça, mais en fait il est comme ça parce qu'il est dessiné d'une manière telle qu'il semble s'arracher à l'espace de notre perception sensible. Donc ça veut dire que si je m'attache un peu à ce que je vois, je vais vraiment voir surgir dans mon expérience quelque chose qui n'est pas ce que je vois avec mes yeux précisément. Donc l'artiste me fait voir l'invisible. Alors, évidemment, le jardin à la française, il vient d'Italie, en fait. Il vient comme tout. Tout vient d'Italie. J'ai évoqué Galilée à l'instant. La culture italienne a inventé la science moderne. Puis le jardin à la française, c'est les petits monastères italiens, mais c'est aussi la perspective de la Renaissance italienne. Bon, Machiavel, c'est la politique moderne, donc ils ont inventé la science moderne, l'art moderne, la politique moderne. Bon, voyez, donc on peut pas... À une époque, ils étaient très endettés. On entendait certains dire on peut peut-être faire l'Europe sans l'Italie. Oui, bon, enfin, qu'appelez-vous l'Europe? Parce que d'abord, géographiquement, d'accord, mais enfin, l'idée européenne contient bien quelque chose peut-être qui intègre ce dont nous sommes les héritiers, et notamment la géométrie, la perspective, la politique, etc. Donc le jardin à la française me fait voir le monde. C'est ça qu'on est en train de dire. Parce que la nature, oui, mais en même temps, vous remarquez qu'il est clos, le jardin. Et d'ailleurs, cette clôture du jardin renvoie à la clôture de la France elle-même, qui est close, et dont la clôture est marquée par les fortifications de Vauban, qui lui-même invente des fortifications purement géométriques. Vous voyez, vous prenez le château d'Angers, il a des tours, des murailles, c'est difficile à attaquer. Mais les fortifications de Vauban, avec les murailles en étoile, c'est imprenable. Au bout d'une étoile, vous avez un archer, il arrête 200 hommes. Et si vous vous aventurez entre les bras de l'étoile, là, vous rentrez à l'intérieur, alors là, ça tire de tous les côtés. Donc ici, vous avez un jardin géométrique, clos, une France géométrique, close par les fortifications de Vauban, et celui qui domine le jardin, c'est Louis XIV. Et là, vous venez de comprendre, évidemment, le roi Soleil, évidemment, puisque le Soleil éclaire le cosmos. D'ailleurs, vous prenez la galerie des glaces, il y a un miroir central. Derrière le miroir central, il y a la chambre du roi. Et le roi a la tête collée au miroir central. L'œil du roi, c'est le premier miroir. Cet œil voit tout. Voilà. Cet œil voit tout. Et le nôtre, on n'est pas, vous voyez, on n'est pas en Angleterre. Tu vas pas me faire des trucs tarabiscotés avec des parties cachées. L'œil du roi voit tout. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le jardin à la française, on vient de dire qu'il éclaire à sa manière une perception de la nature qui est celle de la science moderne. Science moderne qui a imprégné totalement mon existence, notamment par les applications techniques dont je me plains couramment parce que ça produit des dévastations environnementales que je ne nie pas, c'est pas ça, mais dont finalement j'ai toujours besoin, parce qu'il suffit que je sois malade pour que je sois très heureux de voir les applications techniques. S'appliquer à moi en l'occurrence et faire en sorte que je puisse bénéficier d'un traitement efficace. Donc la science est partout. Nous vivons dans une science incarnée. Donc, quand je contemple le jardin à la française, ce que je vois, c'est mon monde. Au-delà même du jardin, au-delà même de la France d'ailleurs. Je vois mon monde. Je disais à l'instant, ce jardin ne laisse pas de partie cachée et tout est visible du château.
Le château symbolise le point de vue du roi, d'ailleurs, sur le monde. Autrement dit, une nation digne de ce nom est centralisée. Elle a un centre, une périphérie, tout est organisé géométriquement. Alors maintenant, vous prenez une carte de France et vous regardez les lignes TGV. Regardez comment c'est fait. Prenez les autoroutes. Regardez comment c'est fait. Partez de Paris, vous voulez aller à Marseille, c'est facile. Partez de Paris, vous voulez aller à Bordeaux, c'est facile. Vous partez d'Angers, vous voulez aller à Marseille, on peut le faire. Un peu plus compliqué. D'ailleurs, vous aurez nécessairement un arrêt sur Paris, ou un arrêt sur Lyon, ou un arrêt sur... ça va être un peu compliqué, parce que, vous voyez, c'est comme une toile d'araignée. Un centre, une périphérie. Bon, du centre à la périphérie, c'est facile. Dès que tu veux aller d'un point à l'autre, sans passer par le centre, c'est plus compliqué. Donc le jardin à la française est parti de Versailles, et puis il s'est étendu sur toute la surface du territoire. Il est partout. Dans nos lignes de TGV, il est dans l'organisation de nos autoroutes, il est dans notre organisation administrative. Quand je regarde ce jardin, si je suis attentif à ce qu'il me fait voir, je comprends mieux ma vie. Je comprends mieux ma vie. Alors, et vous voyez bien, je ne suis pas en train de vous dire vive la France, c'est pas ça que je vous dis, c'est pas ça. Je vous dis, le jardin à la française, c'est une thèse. C'est une thèse. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais si on n'est pas d'accord, on connaît son adversaire. C'est ça l'adversaire. Et alors, il en a un peu sous le pied, hein. Attention, parce qu'il résiste. Hein. Un objet culturel comme le jardin à la française, c'est hyper éclairant. Alors, après, on peut décliner, hein, parce que pour que vous ayez votre jardin géométrique, avec vos bassins, vous avez intérêt à avoir une sacrée technologie. Hein. Vous savez que d'ailleurs, la circulation d'eau sous terre que vous ne voyez pas a mis au point des systèmes d'irrigation incroyables. Avant, c'était vous preniez un tronc d'arbre, vous les vidiez, et puis vous faisiez passer l'eau, et puis au bout de 20 ans, ça fuyait de tous les côtés. Là, c'est de la fonte, et puis alors avec des systèmes de rivets qui sont encore appliqués aujourd'hui dans l'industrie. C'est incroyable. Et alors, vous rentrez dans le château, là, vous avez les miroirs. Alors, Louis XIV, qui est malin, je veux de l'unité, il n'y a qu'un seul patron, hein. Je veux une unité, alors je mets des miroirs partout, puis des miroirs où chacun se voit en pied. Mais avant, on s'était jamais vu en pied. D'ailleurs, on se voyait jamais. On vivait sous le regard de Dieu et le regard des autres. Voilà, c'est tout. Après, tu veux te regarder, tu te prends pour qui? Tu veux te regarder, on s'en fiche. Alors, on regardait bien son visage à la surface de l'eau. Vous voyez, on avait bien des petits verres, des petits métaux un peu polis quand on avait... Je voulais déjà avoir les moyens pour que ça soit poli. Enfin, on pouvait voir des petits bouts de son corps, mais on s'était jamais vu en pied. Jamais. Alors, imaginez le petit noble de province, là, puis alors il a l'impression qu'il est important, il a son petit truc, et puis il monte à Versailles. Ah, il a son épée, il peut rentrer. Il arrive dans la galerie des glaces, et d'un seul coup, il se voit en pied, parmi les autres. Alors là, c'est le choc, hein. Autant vous dire, il y en a certains, alors là, c'est le choc, hein. Oh, mais qu'est-ce que je suis moche. Il y en a, ils s'y attendaient pas, vous voyez, c'est là. Il y en a d'autres, au contraire, ils s'y attendaient pas non plus. Vous voyez, je suis plutôt bien fait. Je ne savais pas que... Vous voyez. Bon, pour ceux qui n'étaient pas très bien faits, on avait prévu le coup. Il fallait inventer des vêtements, des perruques, des maquillages. Il fallait inventer tout ça pour que ça passe, vous voyez. Les glaces, les vêtements, le maquillage, d'accord, Saint-Gobain, l'industrie du luxe, Versailles. C'est le cœur de ce qu'est devenue l'industrie française. Il y a une logique. Simplement. Mais on peut s'y opposer. Mais si on s'y oppose, la question devient à quoi on s'oppose? On s'oppose à ça. À cette vision de la nature, à cette vision de l'État, et à cette vision donc de l'ordre politique et juridique d'ailleurs, et à cette vision d'un ordre technique que le jardin à la française nous fait voir. Donc, l'objet culturel, contrairement à ce que croit le Philistin, celui qui s'est converti à une culture parce qu'il a cru que c'était utile socialement. Bon. L'objet culturel, ça ne me donne pas un pouvoir sur les autres. Ça me donne un pouvoir sur moi. Voilà ce que permet la culture. La culture me donne un pouvoir sur ma propre vie. Je sais quelque chose du monde dans lequel je vis par le moyen de l'objet culturel. Et ça... évidemment, c'est très, très, très précieux. D'ailleurs, au passage, si la culture générale me donne un pouvoir sur ma propre existence, ça veut dire qu'elle n'est pas étrangère à la liberté, en ce sens-là. Vous voyez, elle est libératrice.
C'est pour ça que j'insistais. Je contemple le jardin à la française, j'en déduirais pas vive la France, forcément. Hein. Je discute. Je dirais, ah bah non, mais moi je suis plutôt pour la décentralisation. Mais très bien, on a le droit d'être girondin, c'est pas le problème. Mais il faut comprendre les résistances qu'il va y avoir, parce qu'une culture, ça résiste. Il y a quelque chose qui se joue. Puis, comme je l'ai dit, le jardin à la française, il en a sous le pied. C'est une vision, une certaine vision des choses. Donc, une école de la République, par exemple, ne peut pas ne pas travailler à la culture, au sens où la culture n'est pas un pouvoir sur les autres, mais elle donne un pouvoir sur soi. Il n'y a pas de peuple libre qui ne soit constitué de citoyens un peu éclairés, c'est-à-dire un peu maîtres de leur destin, donc un peu capables de se penser eux-mêmes et de penser leur rapport au monde, de penser le monde dans lequel ils vivent. Quitte ensuite à dire, bah, moi ce monde-là, je dis. Vous voyez, et puis après, on débat, c'est la démocratie. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on est d'accord ou pas avec quoi? Un type s'appelait Anatole de Monzy, est à l'origine des programmes de philosophie dans l'école de la République. Et dans un très beau texte qui est fondateur, qui organise encore l'enseignement de la philosophie en France, depuis, donc là on est au début du XXe siècle, hein. La philosophie, elle a résisté là-dessus. Il y avait une formule comme ça, il s'agit de faire en sorte que l'homme de métier voit au-delà du métier. C'est magnifique. C'est bien, il faut que tu maîtrises un métier. On est d'accord. Mais si tu veux être citoyen libre d'une république libre, il faut que tu sois capable d'être un homme de l'art qui voit au-delà de son art. Il faut que l'homme de métier qui voit au-delà du métier. Au-delà du métier, il y a un monde. Il y a un état, il y a une humanité, il y a un cosmos. Il y a peut-être un au-delà d'ailleurs, c'est possible. Donc il faut que tu vois un peu au-delà du métier, parce qu'il va falloir que tu mènes ta vie dans ce monde-là. Et alors, c'est pas la peine de répéter en boucle « Vive la République, vive la liberté », si c'est pour former simplement des gens qui sont tout simplement adaptés au monde tel qu'il est. Mais pourquoi pas? Mais à quel monde? À quel monde tu veux l'adapter, cet enfant ou cet adolescent? Tu veux l'adapter à quoi? Au monde Raconte-moi un peu, dis-moi. Dis-moi. Et vous voyez ici, c'est pas une question de rapport de force. C'est pas ça, c'est une question d'humanité. Dans quel monde sommes-nous? Et quel monde voulons-nous? Et ben ici, voilà un objet culturel qui, sous point de vue-là, est très éclairant. Donc laissons de côté le Philistin. Il n'a rien compris à la culture. Cet homme, ou cette personne, ou cet homme ou cette femme, n'est absolument pas cultivé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir sur les autres, alors que la culture, quand on cherche à se cultiver, porte à acquérir un pouvoir sur soi, un pouvoir sur sa propre vie, être maître de soi. Voilà ce qui m'intéresse. Enfin, voilà ce qui intéresse une personne qui considère qu'une vie réussie est une vie un peu libre. Alors, Hannah Arendt évoquait deux obstacles, je disais tout à l'heure, là on vient d'évoquer le premier, qui commence à nous donner des indications quand même sur ce que c'est qu'être cultivé. Être cultivé, c'est se tourner vers ces objets qui éclairent sa vie. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, d'ailleurs, on peut faire l'exercice tout seul après. En quoi cet objet éclaire-t-il ma vie? En rien, bon, pas besoin, enfin, ça relève pas de la culture générale. Oui, mais je sais que machin a dit que, vous voyez, ça c'est l'art de la dissertation. Descartes a dit, Platon a dit, bon d'accord, il a dit, tout le monde s'en fiche, c'est pas ça. Mais en quoi ça éclaire le problème dont il est question? Donc en quoi ça éclaire cette partie du réel sur lequel porte ta réflexion, réel dans lequel tu déploies ton existence? Alors explique-moi, qu'est-ce que ça éclaire? Parce que si ça éclaire rien, si c'est simplement une citation que tu extrais d'un cours ou d'un digeste quelconque ou que tu as été cherché sur Internet, très bien, mais ça y est, tu te crois à Versailles chez les Philistins. Ça n'a aucun intérêt. On n'est pas à Versailles, on est dans l'école de la République. Alors explique-moi en quoi ça peut nourrir une réflexion qui porte sur ton être et sur le rapport de ton être au monde. Vous voyez, ça, on commence à voir. On commence à comprendre. Être cultivé, c'est pas simplement avoir des connaissances. C'est pas simplement se remplir comme on remplit un vase d'un liquide quelconque, et puis avec un seuil à partir duquel on considérera qu'il est suffisamment plein. C'est pas ça. Alors, passons au deuxième obstacle. Maintenant, le deuxième obstacle, vous voyez, au premier abord, ressemble à une espèce d'antithèse. Le deuxième obstacle, dit Hannah Arendt, c'est plus la bonne société, c'est la société de masse. Alors, la société de masse qui, elle, considère la culture comme un loisir. Deuxième obstacle. La société de masse qui considère la culture comme un loisir. Alors, la société de masse, c'est intéressant parce que la formule est intéressante, c'est la masse, quoi. C'est la société du quantitatif. C'est la société de la quantité. On n'est plus dans l'aristocratie, qui prétendait mettre en avant quelque chose qui était de l'ordre noblesse, était censé, par la naissance, même révéler une qualité d'âme quelconque. Là, on est dans la société de masse, la quantité. Ici, il faudrait peut-être avoir à l'esprit quelque chose qui ressemble à la société de consommation, quoi. Vous voyez, c'est une nouvelle société.
à laquelle nous appartenons, mais alors là, pour le coup, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Hein. Pensez à ça, un siècle, c'est 4 générations, 2 siècles, c'est 8 générations. Vous voyez, si je prends 80 générations, c'est 2000 ans. C'est-à-dire, ça va vite. Non, mais si vous pensez comme ça, ça va très très vite. Hein. J'en compte les 82, je suis à la naissance du Christ. Ça va très très vite. Ce qui d'ailleurs fait réfléchir sur l'inconstance des choses du monde. Ce qu'on croit être stable, bon, on n'en sait rien. Vous voyez, ça, on n'en sait rien du tout. Ce que sera l'Europe dans 2 générations, peut-être que tout aura disparu, que ce sera un chaos absolument infernal. Peut-être au contraire que, avec la folie qui se passe à l'Est, du côté de la Russie aujourd'hui, les choses vont se retourner dialectiquement du côté d'un progrès du droit. On n'en sait rien, hein. On ne sait pas, hein, mais les choses vont finalement assez vite. Hein. Il suffit d'avoir vécu quelques années, le temps passe et on se rend compte que finalement ça change. On croyait que c'était stable, mais les choses ne sont pas stables du tout. Donc la société de masse, c'est vraiment tout récent, cette société de masse. Ça nous vient des États-Unis. Et alors, c'est intéressant parce que ce que décrit Arendt, c'est vraiment ça. Hein. C'est notre monde. C'est-à-dire que dans la société de masse, c'est le loisir qui compte. Parce que, alors, il y a quelque chose qui est passé de la bonne société à la société de masse, c'est le temps. Parce que avec la société de consommation, l'augmentation de la productivité, chacun découvre du temps libéré. Donc le temps libéré, c'est aussi les acquis sociaux, c'est aussi les 35 heures, c'est aussi... Vous voyez ? Donc il y a du temps libéré. Et donc ça veut dire que celui qui n'appartient pas à la bonne société découvre, dans une certaine mesure, une temporalité qui était réservée à cette élite qui vivait à Versailles. Ben alors eux, c'est pas 35 heures, hein, ils étaient libérés complètement. Hein, ça, le temps était totalement libéré. Mais malgré tout, ils prenaient la vie, je sais pas moi, d'un ouvrier, d'une ouvrière travaillant dans les mines à la fin du 19e siècle, bon, le temps libéré, pas beaucoup. Hein. Quand on a fait sa journée, bon, c'est bon. Hein. Si déjà on arrive à dormir de manière à peu près confortable, on repart le lendemain, enfin confortable c'est beaucoup dire, et puis bon, le tout c'est de vivre. Déjà si on arrive à vivre, on est content de survivre même. Déjà c'est bien. Mais même si vous remontez, vous voyez bien, dans un monde où il y a des esclaves, dans un monde où il y a du servage, dans un monde où on est confronté en permanence à l'exigence de devoir produire pour subvenir à ses besoins et pour subvenir aux besoins de ceux qui vivent du travail de ceux qui produisent. Bon. Donc avec la société de consommation, c'est l'invention du salariat, etc., la consommation fait qu'un certain temps est libéré, plus ou moins, hein, je sais pas, mais il y a un certain temps libéré, et pour le coup, alors on se tourne vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à un temps permettant l'éducation et la culture. Mais dans ce monde-là, ça devient un loisir. Et la société de masse est obsédée par cette question du loisir. C'est une espèce d'obsession. Le loisir, ici, il faudrait entendre ça comme ce que les Américains, alors je vais le prononcer, mon anglais est très approximatif, mais ce que les anglo-saxons appellent entertainment. Vous voyez, c'est-à-dire le divertissement. Ce qui compte, c'est le loisir entendu comme divertissement. Il faut se divertir, il faut... voilà. Et un bon moyen de se divertir, c'est de consommer. Parce que quand on consomme, c'est vrai... Alors on trouve chez Hegel, d'ailleurs, une analyse de ce moment de l'esprit qui se tourne vers la consommation. Vous voyez, quand je consomme, je détruis ce que je consomme. Parce que consommer, c'est toujours consumer. Consommer, c'est consommer. Donc consommer, c'est détruire. Donc la société de consommation est une société de destruction permanente. Et alors, là, je suis plus chez Arendt, là, je suis chez Hegel, mais c'est bien en phase, là, parce que ce que dit Hegel, c'est que quand je consomme, je détruis, et quand je détruis, je m'oppose comme n'étant pas cet objet que je détruis. Vous voyez, le client est roi, là, je me pose au-dessus, c'est moi le consommateur, donc je ne suis pas cette chose qui est en train d'être détruite. Donc c'est une certaine manière d'accéder à la conscience de soi, la consommation. C'est une espèce de, vous voyez, de jouissance dans le fait de se saisir comme n'étant pas cet objet livré à la destruction. Donc la consommation porte en elle, vous voyez, une certaine dimension métaphysique malgré tout. C'est pas qu'un truc économique ou je sais pas quoi, il y a une dimension métaphysique. C'est pour ça que nous adorons consommer, c'est-à-dire nous nous posons d'une certaine manière comme des êtres qui ne sont pas eux-mêmes consommés, puisqu'ils sont les êtres qui consomment. Nous ne sommes pas ceux qui est détruit, nous sommes ceux qui détruisent. Et donc je ne suis pas ça. Je ne suis pas cet objet que je détruis. Et donc il y a une jouissance de la consommation. Mais la consommation, c'est une destruction. Consommer, c'est consommer. La société des loisirs, au sens de l'entertainment, la société du divertissement, elle aime ça, elle aime consommer, utiliser. Utiliser, c'est consommer aussi d'une certaine manière. Utiliser, il y a un nouvel objet qui
qui apparaît sur le marché, cet objet suscite en moi le désir d'une appropriation. Enfin, il y a un nouveau téléphone, des nouvelles fonctions, etc. Alors je m'approprie l'objet, et puis une fois que je l'ai, je vais l'utiliser. Je vais en user. Mais en l'usant, je l'use. La langue française, c'est magnifique. Ce qu'on utilise, on en use. Mais ce dont on use, on l'use. Toujours, et on l'abîme au bout d'un moment. Puis au bout d'un moment, d'ailleurs, le plaisir de l'avoir en main, de le manipuler, s'émousse. Parce que d'abord, il s'est toujours un peu abîmé, une petite rayure qu'il n'y avait pas, ça finit par être irritant, puis il s'abîme de plus en plus, et puis au bout d'un moment, on n'a plus aucun attachement à l'égard de cet objet, on n'a qu'une envie, c'est d'en changer. Et alors, là il faut être un peu au clair par rapport à ça, c'est que faut reconnaître, on adore ça. On adore ça. On adore consommer, on adore consumer, on adore détruire, et on adore user les choses. Et d'ailleurs, je dis on adore, mais d'une certaine manière, dans la société de consommation, on est pris dans une espèce de logique dont on ne voit pas comment se sortir, puisque c'est parce que les choses sont détruites que d'autres choses sont produites, que le monde économique peut produire à son tour des richesses dont je bénéficie d'une manière ou d'une autre. Et c'est compliqué. Alors bien sûr, maintenant, il y a les problèmes environnementaux qui nous mettent devant une espèce de mur. Il va falloir qu'on arrête. Mais comment? On a du mal avec ça. Hein. C'est compliqué. La difficulté, c'est qu'on est pris dans une espèce de nasse qui fait qu'il faut qu'on produise, il faut qu'on consomme, mais d'ailleurs il faut qu'on détruise. Si on ne détruit pas, on ne consomme plus, donc on ne produit plus. Et si on ne produit plus, on s'appauvrit. Et vous voyez, enfin, j'ai pas de solution. Hein. C'est un constat un peu problématique. Mais... Donc, nous aimons ça, nous n'aimons pas ça en même temps. Non, mais nous n'aimons pas ça en même temps, parce que nous savons que ça détruit, nous savons... Mais en même temps, nous aimons ça, parce que nous aimons avoir des hôpitaux équipés, nous aimons avoir un système qui va sauver nos vies, sauver nos enfants, et ce système-là, pour l'instant, est toujours l'effet d'une technologie qui, elle-même, est le résultat d'une évolution, d'innovation qui... Enfin, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, il suffit d'aller à Saint-Nazaire, dans un chantier naval, et de regarder... Vous regardez un bateau construit à Saint-Nazaire, je sais pas, une espèce de grand bateau qui va transporter des containers. Alors c'est immense, vous voyez ce truc, c'est immense. Ça va transporter des containers en quantité absolument extravagante. Dans chaque container, il va y avoir des milliers d'objets. Donc il y a des millions de containers ou des milliers de containers qui transportent des milliers d'objets sur des milliers de kilomètres. Enfin, vous voyez, le truc, c'est absolument gigantesque de circulation et tout. Voilà. Et là, il faut se poser la question, qui est capable de maîtriser ça? De planifier ça, c'est très compliqué. Là, on a le sentiment qu'il y a une machine qui est lancée. Comment on peut faire? Parce que si on arrête tout ça, les containers restent sur place, mais tout s'écroule. Du jour au lendemain, mais tout s'écroule. Regardez, avec le confinement, déjà, ça a été... Bon, l'industrie automobile, elle s'en enlève pas encore. Hein. Et puis alors, c'est bien compliqué. Vous voyez, tout. Bon. Mais ceci étant dit, il y a certainement des solutions. Les humains ont des ressources. Hein. Mais la société de consommation a sa logique. C'est ça que je dis, simplement. Elle a sa logique. On consomme, on utilise, on use, on détruit. Alors, le problème, c'est que, évidemment, dans ce mode de rapport à l'être, l'objet culturel devient lui-même un objet de consommation. Utilisation. Enfin, en ce sens-là, le loisir comme divertissement, l'entertainment, comme disent les anglo-saxons, occupe tout l'espace. Et il est frappant de constater que la langue même qui parle de la culture est devenue ça. Vous voyez bien, ça c'est terrifiant. Vous parlez d'un objet culturel, enfin même un politique, il va vous parler de l'objet culturel, il va vous parler d'un bien de consommation. On consomme aujourd'hui la musique ainsi, alors qu'on la consommait autrement. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que parle. On a même des ministres de la culture qui parlent ou qui ont parlé comme ça. Vous voyez, c'est le monde de la consommation. Donc vous consommez des livres, vous consommez de la musique, consommez, il faut consommer, tout est consommable, tout est consumable. Donc, allez, tout doit disparaître. C'est la grande braderie. Ben oui, puisque consommer, c'est consumer. Allez, hop, tout doit disparaître. Il n'y a pas si longtemps, une œuvre d'art est proposée à la vente, et au moment où la vente est faite, elle s'auto-détruit sous le regard de chacun. C'est le monde de la destruction. C'est le monde de la consommation. Vous voyez? Et donc, vous voyez, la question, mais qu'est-ce qui restera? Est-on même capable de maintenir quelque chose dans l'être? Est-ce que c'est sûr?
Vous voyez, ça fait réfléchir. Est-ce que c'est sûr? Bon, on essaye parfois, parce que quand même, voyez, on restaure les monuments, par exemple. Donc ça montre qu'on veut... Bon, on restaure Notre-Dame. Bon, résultat, on lui met le feu. Bon, alors, des fois, on se dit, bon, écoutez, restaurez plus. Hein, parce que là, il va rien rester. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait une bêtise. On ne sait pas trop, mais il y en a un, je ne sais pas qui, hein, mais il y a quelqu'un quelque part qui a fait une bêtise. Hein. Il a peut-être fait tomber un mégot. Bon, ça doit être une bêtise un peu plus grosse que ça. Mais bon, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot, ça c'est sûr. Donc on a envie de dire, mais si vous n'êtes pas capable de conserver, vous faites rien. Vous ne faites, écoutez, faites plus rien. Laissez les cathédrales s'user, parce que visiblement, si vous essayez de les restaurer, ça prend feu. Ça prend feu. Alors, c'est une image, hein, mais c'est comme si symboliquement, nous étions dorénavant incapables de conserver. C'est une espèce d'incapacité. Le directeur d'un musée, quand même, s'appelle un conservateur. C'est quand même son nom, c'est conservateur. C'est-à-dire que son boulot, c'est de conserver les œuvres. Son boulot, c'est de faire en sorte qu'après, ce soit plutôt comme avant. Ça ne serait jamais tout à fait comme avant, on sait que rien n'est éternel, on sait bien. Mais son boulot, c'est de faire en sorte que l'œuvre se maintienne à peu près en l'état, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dégradée, abîmée, etc. Donc, mais ça, justement, la société de masse, faut consommer. Toujours conserver des trucs. D'ailleurs, vous remarquez bien, c'est l'argument de tous les réformateurs. Il faut réformer, pourquoi ? Parce que c'est vieux. Voilà, vous vous rendez compte, c'était déjà comme ça à l'époque de mes grands-parents. Ah bah oui, alors il faut changer. Alors, vous voyez, on serait dans une société traditionnelle. Imaginez, alors je ne fais pas l'apologie de la tradition, hein, je ne suis pas... Mais regardez bien l'antinomie. Vous êtes dans une société traditionnaliste. Imaginez par hypothèse une élection dans une société traditionnaliste. C'est une contradiction dans les termes. Hein, parce que s'il y a une tradition, il n'y a pas besoin d'élection, c'est la tradition qui décide. Dans une tradition, on obéit aux morts. Vous voyez, donc c'est les morts qui décident. Tradition, ça vient du passé. Alors imaginez dans une société traditionnaliste, quelqu'un qui se présenterait à une élection. Bon, son seul programme, ce serait, si vous votez pour moi, je vous promets que rien ne changera. Sinon, bon. Dans la société de masse, quelqu'un se présente à une élection, si vous votez pour moi, je vous promets que tout changera. Vous voyez, on est passé du monde de la conservation pour la conservation au monde de la destruction pour la destruction. Il faut que ça change. Nous sommes les enfants de la société de consommation de ce point de vue-là. Et alors évidemment, l'œuvre d'art elle-même apparaît comme une espèce de truc qui sort d'on ne sait où. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet objet qui mériterait d'être conservé? Puis au nom de quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Enfin, vous êtes allé au Louvre, vous avez vu le Louvre, magnifique, hein. Bon, la pyramide, c'est bien, mais vous descendez dans le Louvre, vous visitez. Bon, alors d'abord, c'est une espèce de supermarché de la culture, ça va vite, hein, ça y va. Et ceux qui d'ailleurs sont devant l'étoile, ils ont le portable à la main, on ne regarde pas avec ses yeux, on est avec le portable, et puis alors on passe d'une toile à l'autre, alors que 3 toiles, vous y passez la journée, faut prendre du temps, alors que là, il faut aller à 100 à l'heure. Alors, c'est drôle parce que c'est des galeries... Alors, ceci étant dit, c'est les galeries italiennes qui attirent le plus. Mais ça, pour des raisons qu'on comprend, d'ailleurs. Évidemment. Il y a des galeries qui sont plus calmes. Donc, c'est pour en profiter. Mais, donc, celui qui fait ça, il va rentrer chez lui, puis il aura la photo sur son écran, sur son navigateur, qu'il ne regardera jamais, d'ailleurs. Et puis, s'il montre ça à quelqu'un, ça n'a aucun intérêt. Il y en a plein Internet. Mais bon, il faut qu'il y ait une espèce d'intermédiaire entre soi et l'objet, comme s'il fallait se l'approprier. Vous voyez, c'est comme si c'était un bien quelconque. Mais alors, ce qui est frappant, surtout, c'est qu'une fois qu'on a malgré tout fait l'effort de s'arrêter au milieu de la foule déambulant, quand il faut sortir, alors moi, la dernière fois que j'y suis allé, pour sortir, c'était un peu compliqué, parce qu'on arrive dans la pyramide, puis alors après, il y a sortie, puis alors vous passez dans des couloirs, et à ce moment-là, vous arrivez, vous avez tous les magasins, évidemment, parce qu'ils ont un peu financé le truc. Alors, évidemment, bon, tu t'es un peu arrêté, bon déjà, c'est énervant, parce qu'il faut y aller, mais maintenant, avant de sortir, il va falloir maintenant consommer. Ah ben... Quand même, tu oublies le monde dans lequel tu es. Quand même, faut consommer. Les grands patrons, en définitive, sont ceux qui offrent l'objet de consommation. Au point qu'on se demande si l'objet de consommation est là pour financer le lieu qui protège les œuvres, ou si ce ne sont pas les œuvres qui sont devenues le moyen invitant à la consommation. Comme une espèce d'inversion de la fin et des moyens. Vous voyez, ce qui était la fin devint le moyen qui nous offre l'opportunité d'aller consommer, c'est-à-dire consumer, d'aller utiliser, c'est-à-dire user, c'est-à-dire finalement détruire. Bon, on ne va pas trop détruire les œuvres, hein, c'est pas ça, évidemment. Mais encore qu'il y a du progrès, parce qu'avec les téléphones, l'avantage, c'est que maintenant, on peut prendre des photos sans flash. Alors ça, au moins, ça protège les œuvres.
Mais comme on peut prendre des photos sans flash, du coup, on autorise les photos. Alors du coup, j'étais voir une exposition, c'était absolument génial. J'étais voir une exposition, alors là, c'était sur Toutankhamon. Donc il y avait des objets funéraires, tout ça. Bon, alors là, j'étais dans un supermarché un samedi après-midi quand vraiment il y a foule. Incroyable, avec des publicités partout. Enfin, puis au milieu de ça, alors incroyable. Mais alors, une scène m'a amusé, c'est que il y avait une petite amulette, vraiment très jolie, mais assez petite, donc il fallait se concentrer pour la regarder. Alors il y avait une vitrine qui la protégeait, alors j'étais là, et d'un seul coup, je vois passer un téléphone portable entre moi et l'amulette. Il y avait quelqu'un qui était au-dessus de moi, et il passait le téléphone entre moi et l'amulette. Là, je me suis dit, là, c'est un monde extraordinaire. Ça, alors là, vraiment, ça y est, on y est. Hein. La société de masse comme obstacle à la culture générale. Là, on y est, là, c'est complètement. Qu'est-ce qui va rester dans un monde où tout est toujours voué à la destruction, à la consommation, à l'utilisation, etc. Qu'est-ce qui va rester? Enfin, mais c'est vrai quand même, c'est une question. Est-ce qu'on est capable de conserver quelque chose? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout conserver. Et je ne suis pas en train de dire que le fait de conserver est un bien en soi, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on est encore capable de conserver quelque chose? Vous voyez bien d'ailleurs la langue elle-même, dans cette espèce de dissonance répétée, accrue, permanente. Vous voyez, on n'éprouve plus des sentiments, on est impacté par des ressentis, enfin, etc. Il y a une espèce de distorsion de la langue elle-même à une vitesse incroyable. Hein. Bon, je veux dire, la langue évolue, évidemment. J'ai fait une émission une fois sur cette question de l'évolution de la langue, et puis une universitaire m'a dit, oui, mais écoutez, de toute façon, ça évolue, vous allez vous habituer. Oui, je vais m'habituer, c'est sûr. On peut mettre des moustaches à la Joconde, et au bout d'un moment, je vais m'habituer. Aussi, c'est peut-être l'habitude, une seconde nature. On finit par s'habituer à tout. Enfin, il me semble que la Joconde, il faudrait un peu la laisser pas trop abîmer, si on peut. Enfin, si c'est possible. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible, hein, mais si c'est possible, ça mérite peut-être de s'arrêter un instant. Donc, vous voyez bien, la société de masse considère que tout est consommable. Or, précisément, ce qu'on a dit, et là, ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est que l'objet culturel, si on considère l'œuvre d'art, c'est au contraire ce qui mérite d'être conservé. Ce qui veut dire que l'œuvre d'art invite à un rapport à l'être, à un rapport au monde, qui n'est pas le rapport à l'être et le rapport au monde que nous propose la société de consommation, qui possède ses vertus par ailleurs. Vous voyez, il y a de la place peut-être pour tout, je ne sais pas, mais non, l'œuvre d'art nous invite à un rapport à l'être, qui n'est pas celui qu'on entretient avec le réel quand on consomme, quand on consume, quand on use d'une chose, c'est-à-dire quand on l'use. C'est un autre rapport à l'être. Et ce rapport à l'être porte un nom. C'est un rapport de contemplation. Voilà, l'œuvre d'art appelle, chez celui qui la rencontre, de s'arrêter, de prendre son temps et de contempler. Contemple. Si on imaginait une sorte de prosopopée, c'est-à-dire un dialogue imaginaire entre une œuvre d'art et un spectateur, c'est ce que dirait l'œuvre d'art. Arrête-toi, arrête de t'agiter, arrête de t'agiter. Tu t'arrêtes et tu me regardes, tu me contemples. Contempler, vous voyez, c'est laisser la chose à distance. C'est ça, contempler. Consommer, c'est s'approprier la chose, la faire entrer en soi. Alors, si je prends l'aliment, vous voyez, c'est même... L'aliment, il entre dans mon corps, je le détruis, je transforme cet aliment en cette énergie nécessaire à ma vie. C'est ça, là c'est... Bon. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destruction. Contempler, c'est pas ça. Contempler, c'est laisser la chose à distance. D'ailleurs, peut-être que pour contempler, il faut déjà avoir consommé et être bien nourri. Hein. Donc on a besoin d'une industrie, d'un monde de la production, d'un monde de la consommation, peut-être, c'est pas ça. Mais contempler, c'est autre chose. Laisser la chose à distance. Ce qui d'ailleurs indique que la contemplation met en jeu notre être, en tant que nous ne sommes pas simplement des êtres corporels voués à une mécanisation servant simplement les intérêts d'un corps. Oui, on n'est pas que ça, il y a quelque chose en nous qui est une capacité de contemplation. Bon. Mais il suffit de regarder nos corps, et nous verrons dans nos corps d'ailleurs une indication concernant ce rapport à l'être. Puisque contempler, c'est laisser la chose à distance. Contempler suppose la vue et l'ouïe, par exemple. C'est-à-dire ces sens qui laissent la chose à distance. Vous voyez, lorsqu'on amène un enfant dans un musée, qu'on essaye
par l'éducation, de lui permettre d'accéder à quelque chose qui est de l'ordre d'une culture, on lui dit souvent, tu touches avec les yeux, quoi. Tu touches pas. Tu apprends à ne pas toucher, quoi. Et surtout, tu apprends à ne rien faire. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, la société de consommation est obsédée par la consommation, mais elle est obsédée par l'acte de faire. Il faut fabriquer, il faut faire, il faut transformer. Et puis, une fois qu'on a fait, on va consommer, puis on va consumer, etc. Non, le monde qu'on est en train de décrire, le monde de l'art qui nous invite à la contemplation, nous demande précisément de ne rien faire. Le travail n'est pas la valeur absolue d'une vie. L'obsession du travail, le travail c'est important. Les tâches laborieuses sont nécessaires à notre vie, on est d'accord. Mais enfin, une vie ne prend pas sens dans l'acte de travailler simplement. Il faut apprendre à ne pas travailler. Il faut apprendre à ne rien faire. Agir, par exemple, ça n'est pas faire. C'est peut-être se faire être d'une certaine manière, mais c'est pas faire. Aristote disait déjà, l'action morale, quand j'agis moralement, ce que je transforme, c'est mon être même, c'est-à-dire mon âme vertueuse, devenue vertueuse, et n'est plus tout à fait ce qu'elle était avant que j'agisse de manière vertueuse. Mais je ne produis rien, je ne fabrique pas un objet. Ce qu'Aristote appelle la praxis, c'est pas la poiesis, l'acte de production d'un objet extérieur. Donc, vous voyez, une société obsédée par l'acte de faire qui est nécessaire à la consommation, qui fait du travail une espèce de valeur absolue, est une société très profondément rétive à la culture véritable. C'est ça, il y a un obstacle. Il faut apprendre à ne pas travailler. Il faut apprendre à contempler, à ne rien faire. Il faut, vous voyez, je sais pas... Un élève dans une école, c'est bien qu'il s'arrête un instant sur les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, qui lui explique que le rapport au monde, dans quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation, c'est un mode d'être très profondément humain. Quand on contemple, on ne consomme pas, on ne consume pas, on ne touche pas, on n'altère pas, on laisse la chose se déployer, on la laisse se déployer devant soi. Lorsque Rousseau contemple sur les rives du lac de Bienne le flux et le reflux des vagues, etc. Vous avez des textes absolument magnifiques, qui sont des textes d'un musicien en plus, parce que Rousseau, il voit, il écoute, les deux sens sont en éveil. Le flux et le reflux, c'est une métrique, c'est même un rythme, c'est une espèce de syncope temporelle, quelque chose qui se déploie dans une temporalité, qui fait saisir la temporalité de notre être même dans ce qu'il appelle la rêverie. La rêverie, c'est ça, c'est l'ouverture à l'être. C'est pas le rêve, la rêverie. Dans le rêve, je produis des... La rêverie, c'est je m'ouvre à l'être, je sens mon âme, en quelque sorte, délivrée des entraves du corps, aller vers l'objet de la contemplation, se fondre dans ce que je contemple. Donc, c'est ça, la culture. Apprendre à contempler, apprendre à ne pas faire, s'ouvrir à l'être, se laisser toucher, peut-être même altérer, peut-être modifier. Il arrive parfois que la contemplation d'une œuvre d'art produise des effets qui sont au-delà de ce que j'avais imaginé. Des vies peuvent bifurquer quand on contemple des œuvres d'art. Il y a des vies qui bifurquent. Ça produit une trajectoire inattendue. Il y a des livres qui ont changé des existences. Ça peut arriver. Moi, j'étais parti pour consacrer ma vie à faire, et puis d'un seul coup, je réalise que j'ai autre chose à faire que de faire. C'est-à-dire, finalement, allez, je vais essayer de produire des œuvres d'art. Bon, alors, passe ton bac d'abord, quand même, parce que il faut du talent. C'est ça le problème, c'est que pour savoir produire des objets qui méritent d'être contemplés, il faut du talent, peut-être même du génie. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui définit le génie, la capacité à faire surgir dans le monde des objets qui ne sont plus simplement des objets, mais des œuvres qui méritent d'être contemplées. Au même titre que le lac de Bienne, comme réalité naturelle méritant d'être contemplée. Donc on se cultive aussi en s'ouvrant à la nature. On se cultive en contemplant la nature, en apprenant à ne pas faire. On contemple la nature, on contemple des toiles de maître, on contemple, on s'ouvre à l'être. Et là, on saisit véritablement son humanité. Donc, être cultivé, ici, on le disait tout à l'heure, c'est pas détenir un pouvoir sur les autres, c'est détenir un pouvoir sur soi. Maintenant, on dit être cultivé, c'est aussi s'ouvrir à l'être et donc découvrir quelque chose de soi, quelque chose de profondément humain, qui est une capacité de contempler, et pas simplement de produire, de consommer, etc. Ce qui signifie que la culture, telle qu'on est en train de la penser, la culture générale qui nous intéresse ici, est bien un loisir. Mais ça n'est pas le loisir au sens du divertissement dont parle la société de masse.
D'ailleurs, le divertissement ici dont il est question nous fait penser au divertissement pascalien, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est obsédé à ce point par la consommation? Qu'est-ce qui fait qu'on se divertit comme ça en permanence dans la consommation? Mais c'est parce que le divertissement, par la frénésie des corps, crée l'illusion d'un éternel présent. C'est ça que dit Pascal. L'illusion. Mais vous savez, quand on se divertit en ce sens-là, le temps passe très vite. 2 heures dans une activité purement divertissante, ça file à une vitesse folle. Par contre, 2 heures à s'ennuyer, alors là, le temps se dilate, s'étire, s'étend. Vous voyez, dans le premier cas, je vis dans un éternel présent et je me prends pour un dieu, en fait, à ce moment-là. Dans le deuxième cas, le temps s'étire, je m'ennuie, ça se dilate, et là, évidemment, je finirai par sentir mon sort mortel. Donc on se divertit, on s'agite, on agite nos corps dans le divertissement pour oublier son sort mortel. C'est la thèse de Pascal, le divertissement, c'est ça. On se détourne de notre nature. L'homme du divertissement s'oublie lui-même, il se perd dans le divertissement. Ce qui est agréable, sur le moment. Simplement, j'oublie mon sort mortel, mais enfin je reste mortel. Le problème est toujours là. La résistance des choses est toujours là. Et lorsque je suis confronté à la mort, je vois bien que là, le divertissement est impuissant à résoudre la difficulté ou la tragédie que je suis en train de vivre. Donc le divertissement, en ce sens-là, c'est vraiment s'éloigner de soi-même et s'éloigner du réel. Si le loisir, c'est le divertissement, voilà, la société de masse correspond assez bien à ça. Vous savez, on entend ça souvent, nous sommes dans un temps où tout s'accélère, on aime bien. Mais oui, l'accélération, c'est aussi l'écrasement de la temporalité, le présent, voilà. Mais pas le présent épicurien du sage qui a pris conscience que c'est dans l'être là qu'il peut s'épanouir pleinement. C'est pas ça, parce que ça c'est une sagesse. Non, le présent du temps qui ne compte plus, parce que dans le divertissement je m'agite et que je ne vois plus le temps passer. C'est ça, c'est pas une sagesse. Hein, c'est ça. Non, mais la culture malgré tout c'est un loisir. Parce que la contemplation, qui n'est pas le divertissement que je viens d'évoquer, parce que dans la contemplation, le temps, il est là. Il faut prendre son temps. L'œuvre d'art que je faisais parler tout à l'heure dirait ça. Arrête-toi. Arrête-toi. Ne t'agite plus. Cesse de t'agiter. Oui, mais j'ai des trucs à faire. Ouais, ne fais rien. Voilà. Si elle pouvait parler, elle dirait ça. Vous prenez une toile d'un grand maître italien. Arrête. Vraiment. Tu loupes quelque chose. Je loupe quoi? Moi. Oh, t'es qui, toi? Je suis belle. Franchement, essaye. Tu vas voir. Ça décoiffe. Tu verras, après, ce sera plus tout à fait comme avant. Mais ça demande de s'arrêter, ça demande du temps, ça va se dilater. Peut-être même qu'il y aura des moments d'ennui. C'est possible. Peut-être même, c'est possible. Peut-être même que ce moment de contemplation ne fera pas surgir le plaisir esthétique attendu. C'est possible. Mais s'il n'y a pas ce moment de contemplation, jamais le plaisir esthétique attendu ne surgira dans mon âme. Jamais. Donc, faut prendre le risque. Il faut y aller. Donc, si loisir il y a, là, ça n'est pas le divertissement, comme agitation du corps écrasant la temporalité, vous comprenez bien. Ça n'est pas l'entertainment, que je prononce très mal. Hein, c'est pas ça. Alors, il faudrait plutôt employer le terme loisir ici au sens grec, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient le loisir, c'était skolé. Voilà, le mot grec, c'est skolé. Et skolé, en grec, qui signifie loisir, hein, le skolé en grec signifie un temps. Alors déjà, il y a le temps. C'est un temps, c'est pas on écrase le temps. Un temps consacré à la culture de son âme. C'est-à-dire un temps consacré à ce qui n'est pas immédiatement utile. On consacre un temps à ce qui n'est pas immédiatement utile ou rentable. Hein, par exemple, en ce sens-là, l'école de la République, c'est un lieu de loisir. C'est vrai, quand on dit ça à un élève, c'est pas dire le loisir, parce que pour lui, le loisir, c'est le divertissement. Vous voyez, alors c'est le loisir. Moi, je sors de 2 heures de cours avec Madame Chouette ou Monsieur Machin, je me suis ennuyé, je me suis pas amusé. Hein, vous savez, ça, c'est frappant d'ailleurs, parce que avant, vous étiez dans l'école de la République au début du XXe siècle, vous étiez, je sais pas, instituteur, vous étiez dans une école qui était financée par la mairie, parce que c'était déconcentré. Mais par contre, lui, il était fonctionnaire, hein, mais dans l'espace était la mairie. Et comme vous étiez dans un pays très profondément catholique, dans la salle de classe, il y avait une croix. Et c'était l'école laïque. Hein, alors, le petit, il y avait l'instituteur, puis derrière, il y avait une croix. Ça arrivait. Alors, la croix, c'est... Tu vas mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça parle de l'éternité. Ça rappelle quelque chose, tu vas mourir. Alors ensuite, on a retiré la croix. Alors après, on a mis une horloge.
Alors, on est passé de la croix à l'horloge. Alors, l'horloge, il y a l'aiguille. Bergson vous dit, le temps de l'horloge, c'est le temps devenu de l'espace. Et alors, ça spatialise. Alors là, vous voyez, le temps qui s'égrène. Alors, il n'y a pas la montre, le petit, il regarde. Alors, le cours, des fois, il se concentre un peu, puis il lève les yeux. Oh, 5 minutes, c'est pas vrai. J'ai l'impression que c'est passé 2 heures. On ne verrait pas la fin, quoi. Vous voyez. Donc, on est passé de l'éternité au temps qui s'étire. Ouais, ça s'étire. Puis alors maintenant, il n'y a plus d'horloge, il n'y a plus rien du tout. D'ailleurs, c'est l'obsession de l'activité. Donc, il faut des activités. Je me souviens, quand j'étais jeune prof, premier conseil de classe, on fait le bilan de la classe, etc. Un élève, pas de note, etc. Question, est-ce qu'il participe? Il participe... Enfin, c'est un très bon élève, quoi. Il a 16 de moyenne. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il participe? Il s'agite, il s'agite pas. Ah, ça, c'est inquiétant. Non, mais parce que s'il s'agite pas, peut-être qu'il s'ennuie. C'est ennuyeux qu'il s'ennuie. D'abord, s'il s'ennuie trop, il finira par poser des questions. Pourquoi je m'ennuie? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vais mourir? Oh là là là. Allez, agitez nos enfants. Occupez-les, qu'ils s'agitent un peu, qu'ils aient des emplois du temps de cadre supérieur, hyper dynamique, du matin au soir, du lundi au samedi, mais que ça soit plein, surtout qu'ils viennent pas avec des questions, que ça soit plein. Vous voyez, l'agitation et l'école, comme lieu de loisir, est tentée parfois de devenir un lieu de divertissement, en ce sens-là. Mais, vous voyez, l'horloge qui... je fais pas l'apologie de l'ennui, en même temps, hein, j'espère que mes élèves s'ennuient pas trop dans mes leçons, par ailleurs. Mais... c'est la possibilité. S'ouvrir à la contemplation, c'est assumer la possibilité de l'ennui. Scoler, c'est ça. Scoler, c'est le temps consacré à la culture de son âme. Donc la culture, c'est bien le loisir, mais c'est scoler. C'est pas le divertissement. Et ça signifie quoi, dans le fond? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure? On est en train de dire que l'objet culturel nous ouvre à nous-mêmes, puisqu'il nous donne un pouvoir sur nous, et il nous ouvre à nous-mêmes dans notre rapport au monde, puisqu'il nous invite à contempler, et il nous apprend à contempler le monde et les œuvres, qui méritent d'être contemplées, parce qu'elles s'inscrivent dans un temps, parce qu'elles s'inscrivent dans une durée. Un objet culturel, nécessairement, s'inscrit dans une temporalité. Il n'est pas un objet de consommation. Il ne relève pas de la mode. Il ne relève pas de l'éphémère. C'est ça qui fait sa nature. C'est la temporalité, et une temporalité longue. Hannah Arendt a une formule comme ça, où il dit... c'est une œuvre qui n'a pas déjà quelques siècles, enfin je la cite de mémoire, c'est pas une citation exacte, mais il faut quelques siècles pour que ça devienne un objet culturel. Sinon, t'en sais rien. T'en sais rien. Et quelques siècles, c'est pas, on l'a conservé, il y a quelqu'un quelque part qui a décidé, et donc ça... Non. S'il est conservé, c'est que précisément, il nourrit l'âme d'un retour à elle-même, à son rapport à elle-même et au monde. Si je contemple une œuvre d'art, je m'ouvre au monde. Et alors là, les objets culturels, vous comprenez, ils ont une qualité très singulière. Très singulière. Ils sont une manière de triompher de la mort. Voilà ce dont parle la culture générale. Nous sommes mortels. Et la contemplation des objets qui méritent d'être contemplés, c'est une manière de triompher de la mort. Lorsque je m'ouvre à un magnifique texte d'un poète latin, par exemple, ce poète-là sort de la tombe à ce moment-là. Ah, il n'est pas tout à fait là. Si je commence à voir les poètes latins, il faut que je consulte. Mais il est sorti de la tombe. Alors, il a un pied dedans, un pied dehors, quoi. Il hante, à ce moment-là, ce qui se passe dans mon âme. Fantôme du poète latin. Vous savez, un fantôme, c'est une figure que j'emploie. Le fantôme, c'est une figure fantastique d'un être qui... Il est mort, il n'est pas mort, quoi. Il est mort, mais il n'arrive pas... C'est une figure triste, le fantôme, d'ailleurs, il y a quelque chose. Dans la figure, il peut faire peur, mais penser au fantôme, c'est toujours empreint d'une certaine tristesse, quoi. Il n'arrive pas à partir, il est dedans, il est dehors. En tout cas, il n'est pas vraiment mort. C'est ça. Donc, d'une certaine manière, l'objet culturel nous rappelle ça. Nous avons une capacité, quand nous sommes morts, à ne pas être totalement morts. Nous triomphons de la mort. Contempler pour triompher de la mort. D'une certaine manière, les objets que nous conservons, les objets culturels que nous conservons, sont une manière pour nous de nous rappeler à nous-mêmes que nous sommes mortels, d'une part, mais que nous ne sommes pas
totalement mortel. Nous avons une capacité de triompher de la mort, et pas de triompher de la mort dans un au-delà, peut-être qu'il y a, moi j'en sais rien, hein, ça c'est la religion, mais peut-être qu'ils ont raison. Hein. Je ne parle pas d'un triomphe de la mort dans un au-delà transcendant. Maintenant, ici, dans la contemplation, dans l'acte même de vivre, nous triomphons de la mort par le moyen de la contemplation. Donc, la culture nous parle à la fois de liberté et d'immortalité. C'est ça dont nous parlons. De liberté comme retour à soi, comme maîtrise de son être, qui n'est plus simplement dominé par le monde, et comme ouverture à l'être et au monde, comme moyen, d'une certaine manière, de triompher de la mort. La culture nous parle de liberté et d'immortalité. À cet égard, on comprend qu'une école digne de ce nom, une école républicaine, ne fera pas l'impasse sur la nécessité d'un enseignement favorable à la culture des jeunes esprits, dans une perspective qui n'est pas seulement la culture du spécialiste, qui est nécessaire aussi, mais dans la perspective d'une authentique culture générale. Et je vous remercie de votre attention.